Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, de vous accompagner tout au long de ce dimanche. Bienvenue dans BFM Politique, votre rendez-vous de la mi-journée avec BFM Business et avec Le Parisien aujourd'hui en France. Dans un instant, notre invitée c'est Muriel Pénicaud. Elle est notre ministre du Travail et on l'apprend aujourd'hui. L'Italie a décidé de placer Milan et Venise en quarantaine, les poumons économiques de l'Italie. Quel impact sur l'économie italienne, mais quel impact aussi sur l'Europe et sur nous? Faut-il d'ailleurs se préparer à des mesures de ce genre? Faut-il se préparer à des fermetures de villes, des fermetures d'entreprises, des fermetures d'écoles? Quel impact aussi sur les objectifs, notamment l'objectif du chômage? Est-ce qu'on peut déjà chiffrer les résultats pour un certain nombre d'entreprises qui demandent à passer au chômage technique, c'est-à-dire le chômage partiel? Quelle réponse la ministre du Travail apporte à toutes ces entreprises et à tous ceux qui aujourd'hui sont inquiets? Quel est le droit auquel vous avez droit, c'est-à-dire cette question du droit de retrait? Est-ce que vous avez le droit de ne pas aller travailler parce que vous êtes inquiet? Toutes ces réponses aujourd'hui avec Muriel Pénicaud. Et puis on évoquera aussi cette journée de la femme, les entreprises qui sont souvent mauvaises élèves sur la question de l'égalité homme-femme, notamment au sommet de la hiérarchie. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut des quotas? Et puis on parlera aussi de cette décision cette semaine sur un ancien employé d'Uber qui va devenir salarié. En tout cas, c'est le statut auquel il a désormais droit. Est-ce que c'est la fin de l'ubérisation, comme on dit? A tout de suite avec Muriel Pénicaud. Non, t'inquiète pas. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du Travail. On va évidemment évoquer l'impact du coronavirus sur le travail des Français, sur l'économie, sur le chômage. La question bien sûr notamment du chômage technique, ce qu'on appelle activité partielle. Bonjour David Doucan. Bonjour, du Parisien aujourd'hui en France et Edwige Chevrillon de BFM Business. Commençons avec cette nouvelle qui nous vient donc d'Italie. Le décret a été pris cette nuit. On l'apprend ce matin. Milan et Venise sont placés en quarantaine. C'est le cœur de la vie économique de l'Italie. Quel impact pour l'Italie, quel impact pour l'Europe et quel impact pour nous en France? Alors, la stratégie qu'on a en France, elle est clairement d'être extrêmement pragmatique, de coller au plus près du terrain et d'adapter la situation. Donc c'est une stratégie d'ailleurs qu'ont la plupart des pays européens, qui n'est pas le blocage général, parce que notre but, c'est de évidemment ne pas paralyser la vie économique, sociale et démocratique, je pense aux élections. Ce que vous voulez dire, c'est que l'Italie, si on vous entend, elle est quand même au bord du blocage. La France. Disons que nous, on a un excellent système de santé qu'on s'est organisé dès le début et qu'on peut, du coup, à fur et à mesure, prendre les mesures qui s'adaptent. Vous avez vu qu'on passait du stade 1 au stade 2, il y aura un stade 3, le stade 4, ça sera quand ça s'améliorera. Et à chaque étape, on fait du cousu humain, on fait vraiment du sur-mesure. C'est pour ça qu'on peut faire un stade renforcé dans l'Oise pendant le temps qu'il faut, et puis pas forcément partout. À une échelle plus grande, c'est un peu du sur-mesure. C'est-à-dire que là, en Italie, quand ils ferment... Alors c'est plus grand, parce que c'est une ville entière. Mais nous, on a aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner le monde économique. Vous l'avez évoqué. Pour préserver l'emploi, on a quelque chose qui est très bien, qui s'appelle l'activité partielle, ce qu'on appelle parfois le chômage technique. On va y venir dans les détails. Donc on a toute une série de dispositifs. On a pris aussi avec Bruno Le Maire des dispositions sur les cotisations sociales. Donc en fait, on fait tout ce qui permet de préserver la vie économique. Elle est quand même un peu abîmée dans certains secteurs. Il faut être réaliste. On va avoir quand même un ralentissement partiel de la croissance. Mais on fait tout pour le préserver. Et je pense qu'on est repose ma question. Elle est en fait assez précise. C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire Milan, Venise placés en quarantaine, aura un impact aussi sur notre vie économique à nous? Ou est-ce qu'en fait ça ne concerne que, on va revenir ensuite dans les détails sur la vie économique en France, mais cette nouvelle de cette nuit qui quand même nous laisse tous sans voix, deux grandes villes qui sont le poumon économique, qui sont carrément mises en quarantaine, est-ce que ça... Alors on a déjà un effet, c'est sur les entreprises exportatrices ou qui sont franco-italiennes, puisqu'on a beaucoup de liens commerciaux et beaucoup de liens organisationnels, économiques avec l'économie. Avec l'Italie, par contre, on l'a déjà depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'on a pris des dispositions, notamment en facilitant beaucoup le travail à distance, pour permettre de ne pas ralentir. Donc, en fait, on s'est déjà adapté avec l'Italie, puisque cette situation existe. Alors, elle est renforcée, mais on a déjà en place ces dispositifs. Muriel Pénicaud, soyons extrêmement clairs. Est-ce que, à vos yeux, est-ce qu'aux yeux de la France, du gouvernement français, la stratégie italienne est la bonne? Alors, vous l'avez vu, d'abord, chaque pays n'est pas dans le même contexte, exactement. On a tous le même virus, mais il n'y a pas exactement le même contexte. Et nous, la stratégie du gouvernement, c'est clairement d'être extrêmement pragmatique et de s'adapter à fur et à mesure et de mettre en place tous les dispositifs. Mais quand vous les avez, c'est facile de les activer. Quand vous ne les avez pas, c'est plus dur. Le blocage comme ça, des villes entières en quarantaine, on ferme toutes les écoles.
certains au gouvernement nous expliquent que ce n'est pas la bonne marche à suivre parce que Oui. ça met les personnels de santé en difficulté. Ils se retrouvent à devoir garder leurs enfants, tout simplement. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital pour soigner les malades les plus graves. Donc, est-ce que les Italiens ont la bonne méthode? Alors d'abord, moi je ne suis pas au gouvernement italien, je ne connais pas exactement leur système de santé. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que pour la France, on a une autre option, c'est celle qu'on a choisie. Donc on exclut chez nous les blocages de ville entière. Vous ne travaillez pas sur mesure, sur un scénario on fait du chirurgical géré. Là où on a besoin, le temps d'eux, une semaine, 2 semaines, on fait du renforcé. Ça veut dire que vous ne travaillez pas. On ne travaille pas sur un scénario de blocage de l'économie. Vous avez participé au Conseil des ministres cette semaine, vous ne travaillez pas sur un scénario de fermeture de ville entière. Notre but, c'est exactement de ne pas paralyser la vie économique et sociale. Parce que moi, j'ai un but, c'est préserver l'emploi. Et bien sûr qu'il y a un effet emploi partiel qui va arriver avec cette crise, mais c'est le limiter au plus possible. Notre but, c'est de préserver l'emploi. Et pour ça, il faut faire adapter au fur et à mesure. Donc à ce stade, on arrive, je pense, assez bien à préserver le monde économique et social. Mais en même temps, on voit bien, mais quand même assez bien. En faisant ce qu'on fait. Mireille Pénicaud, on voit bien les marchés ont lourdement chuté. Vous avez les banques françaises qui ont perdu 12, 15, 20%, les grandes entreprises de luxe. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Est-ce que, quand même, est-ce qu'on va vers une récession? C'est un peu des mots qui font peur. Mais est-ce qu'en tous les cas, vous vous attendiez peut-être à un retour un impact assez catastrophique quand même de ce qui se passe, de toutes les annulations qu'on voit aujourd'hui? Alors Bercy avait évalué il y a quelques semaines à 0,1 point. Mais j'ai reçu Bruno Le Maire il y a 3 jours, il m'a dit que ça sera plus. On sait que ça sera plus. On ne sait pas encore combien, on sait que ça sera plus. C'est pour l'instant très sectoriel. Sont très touchés le tourisme, l'événementiel, la restauration et l'hôtellerie. Et en partie les transports. Important pour l'économie française, quand même. Donc c'est des sujets importants. C'est pour ça que le voit. Je vous arrête un instant. Le mot qu'a prononcé Edwige à l'instant, quand elle dit récession, est-ce que c'est un mot récession, il faut qu'on s'attende à une autre... Il y a une définition, ça veut dire 2 trimestres de suite. On a déjà eu un baisse de croissance. Donc c'est trop tôt pour le dire. Mais le plus important, c'est de faire tout ce qu'on peut pour l'éviter. C'est possible. On ne peut pas préjuger aujourd'hui complètement de l'effet économique. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même des marges de manœuvre. Et je vois, aujourd'hui, c'est très sectoriel. Demain, avec Bruno Le Maire, nous recevons toutes les fédérations professionnelles. Demain matin, on a déjà vu tous les grands acteurs économiques. Demain, on voit tous les acteurs économiques. On leur a demandé de venir avec une évaluation précise et fine. Parce qu'il ne faut pas non plus paniquer tout le monde, se dire tout s'arrête, alors que c'est faux. Il y a plein de secteurs et il y a plein d'entreprises qui ne sont pas touchées. Il ne faut pas non plus généraliser. Et moi, je vois ces indicateurs à travers l'activité partiel, le chômage technique. Parce que là, aujourd'hui, c'est 900 entreprises qui nous l'ont demandé. Je rappelle que c'est un dispositif du ministère du Travail. Ça marche comment? C'est l'entreprise continue à payer le salaire des salariés. C'est quand l'activité ne peut pas avoir lieu, à cause d'une épidémie, par exemple. Et le ministère du Travail rembourse une partie du salaire qui permet de maintenir l'emploi. Parce que ça veut dire que le chiffre, jeudi, il y avait 400 entreprises qui là, c'est 900. Aujourd'hui, ils nous annoncent que c'est 900. Ça concerne 15 000 salariés sur... Ça va très vite, c'est beaucoup. Ça va très vite. C'est beaucoup, mais c'est sur 20 millions de salariés. Enfin, je dis, c'est à la fois beaucoup, on est près du terrain, mais c'est sur 20 millions de salariés. Vous allez l'accorder à ces 900 entreprises? Et ça représente 52 millions d'euros pour l'instant. Là, on en a un tiers qui a déjà été accordé. Les autres, c'est en train d'être examiné, c'est examiné chaque jour. Mes directions régionales sont à fond sur le sujet et on fait ça dans un délai court. Mais les secteurs concernés, c'est ceux-là. Alors, pour l'instant, avant de rentrer dans les détails, quand même, globalement, quand on voit les décisions qui ont été prises, je voudrais quand même vous poser une question qui est sans doute une question que les Français se posent. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est-à-dire, est-ce que quand on regarde ce qui se passe en Italie, quand on regarde un certain nombre de départements en France qui vont être quasiment à l'arrêt, est-ce que les mesures ne sont pas pires? Les remèdes ne sont pas pires que le mal. Il y a certains qui disent qu'on en fait trop, d'autres pas assez. Ce que je pense, c'est qu'il faut absolument quand même prendre des mesures, parce que la différence avec la grippe, c'est que la grippe, c'est connu, qu'il y a un vaccin, il y a des traitements. Un nouveau virus, on commence à le connaître, on ne le connaît pas complètement encore, et on n'a pas encore de vaccin. Donc,
vous êtes obligé, quand vous êtes au gouvernement, de prendre des mesures de prévention quand même, d'accompagnement. Oui, je crois que nos concitoyens ne le comprennent pas. Après, on ne paralyse pas l'économie, on essaie de trouver le juste milieu pour ne pas... Aujourd'hui, on a vraiment décidé de ne pas... Certains économistes disent, en fait, il y aura plus de victimes de PME, d'entreprises, que d'êtres humains. Il y a une sorte de psychose quand même qui s'installe. Mais on a décidé, donc Bruno Le Maire l'a annoncé, qu'on reportait les échéances sociales et fiscales pour les entreprises. Récemment, on a demandé à BPI, à BPI France, d'être garant des prêts de trésorerie, la banque publique, pour les entreprises qui auraient des problèmes de trésorerie à cause de l'épidémie. Parce qu'elles vont peut-être retrouver leurs clients, mais en attendant, les PME peuvent avoir des problèmes de trésorerie. Ça, on le met en place. On a annoncé que le virus serait considéré comme un cas de force majeure pour les marchés de sous-traitance de l'État. Entre parenthèses, il faudrait bien que les collectivités territoriales et les entreprises donneurs d'ordre fassent pareil. Ça veut dire quoi? C'est que si une PME ne peut pas livrer à cause de l'épidémie, à ce moment-là, elle n'est pas pénalisée. Donc vous demandez aux collectivités territoriales et aux entreprises de faire ce que fait l'État, c'est-à-dire de ne pas pénaliser une PME qui a un retard de livraison à cause de la crise du coronavirus. Donc toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça fait déjà beaucoup de choses. Et demain, avec les professionnels, on va voir s'il y a besoin de faire des choses supplémentaires. Et je crois qu'il faut être très concret. On répond à des problèmes concrets qu'on observe, qu'on analyse. On ne fait pas des grandes déclarations, on fait quelque chose qui est efficace. Muriel Pénicaud, que nous parlions du droit de retrait, mais avant cela, et très brièvement, il y a ce soir un conseil de défense à l'Élysée. Est-ce qu'on va passer au stade 3 ce soir? Alors, d'abord, le conseil de défense n'a pas lieu avant qu'il ait lieu. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se faire une montagne du stade 3. Stade 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'un stade où on essaie d'éviter la diffusion. Stade 2, c'est d'essayer d'éviter, de limiter la diffusion. Un stade où le virus est là. Et il faut se concentrer sur le soin des malades et l'organisation. On y est déjà en réalité, Muriel Pénicaud. C'est pas quelque chose de noir-blanc. Donc, si on est honnête, quand ça viendra. Le virus est présent dans toutes les régions. Alors, de France métropolitaine. Oui, il n'est pas. On est déjà en réalité au stade 3. Pas tout à fait, parce que c'est massivement partout. Mais je veux dire, ça ne va pas non plus forcément tout changer, parce que c'est le stade 3. L'important, ça sera quand on arrive au stade 4, c'est quand ça décroît et que ça s'améliore. Ça, c'est une date très importante qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors, pour revenir à dans votre domaine d'expertise, on a vu les salariés du Louvre exercer ce qu'ils ont appelé un droit de retrait. Ils n'ont pas voulu travailler, le musée a été fermé pendant 1 ou 2 jours. RATP, même chose, des agents de la RATP qui ont dit droit de retrait. Bon, c'est pas ça le droit de retrait. C'est un droit individuel que l'on ne peut exercer que lorsqu'on est face à un danger grave et imminent. La question est donc c'est la loi. C'est le code du travail. La question est donc la suivante, Muriel Pénicaud. Est-ce qu'il faut des retenues de salaire pour ces salariés du Louvre ou de la RATP qui ont utilisé ce qu'ils ont appelé un droit de retrait? Alors d'abord, je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas ce qu'était le droit de retrait avant, précisément, que c'est effectivement pas un droit collectif, c'est pas une mesure collective, c'est une mesure individuelle par rapport à un danger grave et imminent qui met en danger votre vie ou votre santé gravement dans l'immédiat. Donc il y a extrêmement peu de cas dans la crise dont on parle où le droit de retrait est justifié. Ça s'est expliqué, d'ailleurs, le Louvre, le travail a repris. Je crois que dans la plupart des endroits, aujourd'hui, le problème est derrière nous, c'est-à-dire que, y compris les organisations syndicales, pas de sanctions, sont très responsables sur le sujet. Soyons clairs, donc, vous considérez que ces actions-là ne méritent pas d'être sanctionnées? Alors, je pense que la situation ne se pose pas comme ça. Il faut éviter de se mettre en droit de retrait quand le droit de retrait n'est pas justifié. Parce que, effectivement, mais pour ceux qui l'ont fait. Sinon, la loi prévoit que les salariés puissent être pénalisés en retenue sur salaire. C'est pas une menace. Je dis juste que le droit de retrait n'est pas fait pour ça. Par contre, ce qui est très important, et je le rappelle, c'est que dans toutes les entreprises, comme chez tous les concitoyens, on peut faire beaucoup pour éviter d'être en danger. Et je reviens aux gestes barrières, aux fameux 5 gestes barrières, on ne le répétera jamais assez. Si chaque citoyen, chaque salarié se lave les mains, éternue dans son coude, etc., vous connaissez tous par cœur les 5 gestes barrières, ça fait une grosse différence. Ça, c'est beaucoup plus efficace que le droit de retrait pour protéger les gens. Ce qui est efficace, c'est qu'on fasse tous ces gestes, un petit geste qui a un grand effet de protection pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont déjà, alors on a bien compris pour l'avenir, mais ceux qui presque au bénéfice du doute. Ça a duré 1 ou 2 jours, c'est à l'entreprise de le décider. Ça a duré 1 ou 2 jours, on n'est pas dans une situation. Mais est-ce que vous demandez au Louvre, est-ce que vous demandez à la RATP de faire preuve de mensuétude? C'est à eux d'évaluer, mais je ne pense pas que si ça durait 1 ou 2 jours et beaucoup de gens ne savaient pas et c'était une expression d'inquiétude, il ne faut pas non plus pénaliser. Après, si certains
certains voulaient utiliser le droit de retrait pour ce qu'il n'est pas, mais ce n'est pas la situation. On peut ajouter peut-être au geste barrière que vous évoquiez, ne pas aller rendre visite aux grands-parents en ce moment avec les enfants. Là, je le dis au passage, c'est important parce que je me demande si l'enjeu finalement, Muriel Pénicaud, n'est pas de protéger nos aînés en ce moment. Nos aînés sont les plus vulnérables, comme pour la grippe, et les aînés et ceux qui ont comme on dit, des maladies graves autres, notamment pulmonaires, ceux qui sont fragiles. Je pense que le premier geste citoyen, c'est effectivement de protéger ceux qui sont les plus fragiles. Donc faire les gestes au quotidien, mais aussi ne pas s'exposer. Alors, Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire toujours a déclaré l'urgence économique. Ça veut dire quand même que cet objectif de 7%, taux de chômage qui semblait atteignable après les bons chiffres qu'on a eus il y a quelques semaines, il n'est plus atteignable aujourd'hui, en tout cas, cet objectif de 7%. Aujourd'hui, ça m'inquiète, mais notre priorité, c'est d'être concentré sur l'instant présent, c'est de préserver l'emploi. Les résultats chômage, on verra après. L'important aujourd'hui, c'est de préserver au maximum l'emploi pour éviter, effectivement, des conséquences. Mais vous êtes d'accord quand même que ça paraît un petit peu plus inatteignable qu'il y a encore quelques jours? C'est plus difficile qu'avec les indicateurs qu'on avait il y a 2 mois, c'est sûr. Après, on ne sait pas combien de temps encore ça va durer. Les secteurs touchés. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'air n'est pas au pronostic, l'air est à l'action. Ce qui nous intéresse, c'est l'action. Mais si je vous entends bien, ça veut dire que vous êtes quand même inquiète sur la possibilité de tenir l'objectif des 7%. Et c'est pour ça qu'avec Bruno Le Maire et tout le gouvernement, on prend toutes les mesures pour le préserver au maximum, bien sûr. Vous vouliez sans doute, Apolline, parler... Mon micro est tombé, mais ça y est, il est revenu. Le name and shame. La question du name and shame, on y viendra dans un instant, mais je voudrais quand même que vous alliez... Vous dites qu'il y a quand même un impact sur le chômage, le taux de chômage au niveau national, mais vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de secteurs sur lesquels l'impact pourrait être plus immédiat et plus net. On pense évidemment à l'événementiel, aux touristes, à la restauration. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez que dans ces domaines-là, il y ait une crise majeure de l'emploi? C'est pour ça que le chômage partiel, l'activité partielle, on l'a mis à fond, et notamment sur ces secteurs-là, on va très vite pour leur répondre. Parce que je vais vous dire, la réponse, c'est dans l'action. Et la réponse, c'est effectivement d'éviter qu'ils licencient. Aujourd'hui, si une agence de voyage ou un transporteur a un problème lié, il n'a pas à licencier. Il se met en activité partielle, on lui rembourse une partie des salaires. C'est beaucoup mieux quand même. Est-ce que l'État peut jouer son rôle? Par exemple, il y a beaucoup de sorties scolaires, toutes les sorties scolaires sont annulées. Pour les transporteurs, en fait, on se rend compte que c'est énorme, c'est une activité très forte. Est-ce qu'il faut que l'État, l'éducation nationale, mais c'est peut-être le cas aussi chez vous, prenne en charge une partie justement des indemnités que devra verser peut-être cette entreprise? Alors, ça fait partie des évaluations qu'on verra demain avec Bruno Le Maire et tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont bien couverts par les assurances annuelles. C'est les gros événements, d'autres moins. Oui, non, je suis bien conscient. Ça coûte cher. Non, mais vous savez, on va coller au terrain. On ne va pas laisser le tissu économique et social s'abîmer sans rien faire. On agit, donc on va voir les évaluations. Et j'ai déjà rappelé plusieurs mesures qu'on a prises. S'il en faut d'autres, on en prendra. D'accord, donc il y a un autre... La question de l'aléa épidémie, c'est un aléa qui, pour les assureurs, jusqu'à présent, n'existait pas. Est-ce que vous allez faire en sorte que ça devienne un aléa? Ça fait partie des discussions que Bruno Le Maire aura à mener avec les assureurs. C'est qu'il faut se mettre d'accord sur comment on fait en cas d'épidémie en matière d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vulnérabilité sur ce sujet. Mais vous voulez les encourager. Vous estimez, en tout cas, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il faut que cet aléa soit reconnu? Je pense qu'en tout cas, soit par le biais de l'assurance, soit par un autre système, on ne peut pas laisser des TPE, des PME à la merci de ce genre de situation à supporter tout seul. Ça, c'est sûr. Après, les moyens, il faut en discuter. Une question, Muriel Pénicaud, qui concerne la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, dans de nombreux grands groupes, les directions des ressources humaines demandent aux gens de rester chez eux dès lors qu'ils ont un symptôme, un signe, ou les mettent en télétravail d'office. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, ce genre de pratique? Tout à fait. Alors d'abord, je rappelle que c'est dans les ordonnances travail, en 2007, qu'on a créé le droit au télétravail de façon sécurisée pour tous les salariés. Donc tout salarié qui le demande et dont l'activité le permet, aujourd'hui peut demander le télétravail. Et une entreprise peut aussi demander, dans le cas de crise, comme ce cas-ci, de mettre aux salariés d'aller en télétravail. Je pense que pour tous les emplois qui le permettent, oui, ça fait partie de la prévention, d'éviter la propagation. Si vous avez un rhume, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est mieux d'être en télétravail que d'aller au bureau.
Et si vous allez au bureau, mettez-vous à plus d'1 mètre de vos collègues. Muriel Pénicaud, on poursuit dans un instant. On retient aussi ce que vous nous avez dit à l'instant. 900 entreprises qui vous ont fait une demande d'activité partielle. Ça représente 15 000 salariés. Et puis, ce mot que vous nous avez dit, vous vous sentez plutôt quand même inquiète sur la question de l'avenir du chômage en France. À tout de suite. On poursuit ce BFM Politique avec vous, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Un mot sur ce que certains à la France Insoumise disent ce matin, notamment la voix de Adrien Quatennens, député du Nord, qui propose la mise en place d'un pôle public du médicament et voire même de la nationalisation de certaines grandes entreprises pharmaceutiques. Est-ce que c'est une question qui pourrait se poser ? Le sujet de l'organisation, de la structuration du pilotage public de la santé, il est déjà couvert. En France, on a vraiment un système de santé publique et des régulations qui chapeautent l'ensemble du secteur public et privé. Donc je crois que c'est une vision idéologique. Mais en France, on a la chance d'avoir ça. Mais sur le système, oui, mais sur les laboratoires eux-mêmes, qui sont quand même des laboratoires principalement privés. Le sujet, ça n'est pas est-ce que le laboratoire est privé ou public, c'est est-ce qu'on a bien l'offre de médicaments qu'il nous faut, quand il faut, en quantité, en qualité, et on a une régulation des prix, de toute façon, par le remboursement. Mais on a découvert, donc on a déjà redécouvert à l'occasion de ce coronavirus que certains médicaments, comme certaines molécules, comme la pénicilline, étaient à 90% fabriqués en Chine. Est-ce que ça, c'est pas un problème, et est-ce qu'il ne faut pas y remédier d'une manière ou d'une autre en forçant l'État à reprendre un peu la main ? Alors, c'est un autre sujet, et ça, avec Bruno Le Maire, on s'est tous les deux exprimés sur ce sujet. C'est que c'est vrai pour le médicament, mais c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'industrie en général. Je pense que dans le monde qui vient, où il y a des échanges permanents dans le monde, il est important finalement de diversifier les risques. Et je crois qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont en train de regarder ça. On ne peut pas être dépendant économiquement d'un seul fournisseur qui est à l'autre bout du monde. Ça veut dire qu'il faut avoir des productions. On peut en avoir une partie en Asie, une partie en Europe, une partie en France. On a eu des vagues de délocalisation. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous dire, finalement, c'est un vrai problème pour notre indépendance, et est-ce que vous pourriez prendre des mesures pour encourager les entreprises à relocaliser en France ? Oui, alors relocaliser et diversifier. Parce que imaginez que c'est que en France, mais que votre usine elle est contaminée. Les sources je pense qu'il y a des sujets il faut gérer le risque en ayant plusieurs sources d'approvisionnement, être capable de réagir soi-même, d'augmenter. C'est le cas parce que nous on a beaucoup d'usines pharmaceutiques en France. Elles sont capables de produire plus vite. C'est bien d'en avoir aussi dans d'autres pays pour équilibrer le risque, mais on ne peut pas. Je pense que tant dans le domaine du médicament que l'industrie, il est dans le monde qui vient utile d'avoir de la production dans plusieurs pays. Muriel Pénicaud, à l'Assemblée, il y a maintenant 2 députés qui ont été contaminés. La dernière en date, c'est la députée La République En Marche de Haute-Garonne. Est-ce que vous avez de nouvelles? Et surtout, est-ce qu'à un moment, on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il y ait une fermeture de l'hémicycle parce que pour cause de coronavirus, puisqu'on ferme bien dans l'Oise des hôpitaux, voire des écoles? Le hasard fait quelquefois bien les choses. Il y a une quatorzaine là de fait, parce que à cause des élections municipales, l'Assemblée nationale est fermée pour 2 semaines. Donc en fait, l'Assemblée nationale est fermée pour 2 semaines. Tout est en train d'être désinfecté et le personnel qui est permanent va travailler en télétravail principalement. Et si vous, Muriel Pénicaud, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous êtes contaminé, qu'est-ce qui se passe quand il y a un ministre? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous allez... on va faire comme tout le monde. Si un d'entre nous est contaminé, tout de suite, toutes les personnes contact, alors là c'est compliqué parce qu'on en a beaucoup. Ouais. Les personnes en contact très rapproché seront elles aussi invitées à ne pas aller travailler et on se mettra en retrait. De toute façon, si vous êtes malade, je vais vous dire, vous êtes malade, donc vous soignez. Une dernière question, quand même plus globale, sur cette crise du coronavirus. Est-ce qu'elle n'est pas en train de détruire l'impact de la plupart de vos mesures d'économie? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire en quelque sorte reset et on repart à zéro pour un certain nombre de domaines? Je crois qu'il ne faut pas paniquer et créer le suraccident nous-mêmes en pensant que tout s'arrête. Ce n'est pas vrai que tout s'arrête. Donc plus on se dit ça, et plus on va s'arrêter nous-mêmes là où ce n'est pas nécessaire. Donc moi, je suis sur une position qui est plus mesurée. Il faut le prendre au sérieux, il faut faire tout ce qu'on fait et il faut continuer.
Mais il ne faut pas croire que toute l'économie va s'arrêter non plus. C'est faux. Donc il faut garder le juste milieu. C'est la journée de la femme, mais vive les hommes. Changement. Vous êtes journée des droits des femmes. Des droits des femmes. Alors oui, sujet. c'est pas la journée pour offrir des fleurs, c'est la journée des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Ça a mal commencé, puisqu'hier soir, une manifestation était organisée à Paris, avenue de la place de la République. Et des heurts ont eu lieu avec les forces de l'ordre, usage de gaz lacrymogène. On a entendu des slogans flics, violeurs, assassins. C'était une manifestation de féministes à vos yeux, Muriel Pénicaud, ou des Black Blocs qui voulaient en découdre? Que Christophe Castaner a demandé un rapport au préfet de police de Paris pour savoir ce qui s'est passé. Donc on attend les résultats de cette analyse. Mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que ça va mal commencer. Ce qui compte, c'est les droits réels, ce qui progresse. Il y a des choses qui progressent, il reste énormément à faire. Mais sur cette manifestation, comment vous la qualifiez? Moi, je n'ai pas le rapport, il n'a pas été fait. Donc j'y étais pas, la manifestation, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je crois que c'est très important qu'on ait très vite ce rapport. Et s'il y a eu des abus, ça sera sanctionné. Vous n'avez pas vu ces vidéos où on entend clairement des slogans flics, violeurs, assassins? Oui, non, ça c'est aussi aberrant que malheureusement d'autres cas. Mais est-ce qu'il y a eu bousculade ou pas? Il y a deux sujets. Personne n'a le droit de traiter les flics de violeurs et d'assassins. Parce que c'est une condamnation. Enfin, on peut être condamné pour ça. Vous n'avez pas le droit de condamner n'importe qui, et encore moins gérer les forces de police que les autres, sur des slogans. Mais inversement, il y a eu des bousculades. Est-ce que ça a été bien géré? C'est ça qu'il faut savoir. Le name and shame, pour cette journée des femmes, il y a aussi la question du nombre de femmes dans les entreprises et à quel niveau. Vous avez donc dénoncé jeudi les entreprises qui sont mauvaises élèves de l'égalité hommes-femmes, un an après avoir fixé des objectifs. La plupart de celles qui étaient déjà mauvaises élèves l'année dernière le sont encore cette année, et vous avez donné leur nom. Il y a notamment Safran, il y a Securitas France, il y a Gosport, il y a De Richebourg. Est-ce que ça veut dire, un, que rien n'a changé, et deux, est-ce que vous avez bon espoir que ça change? Alors d'abord, je voudrais dire que moi, c'est un des combats de ma vie. Je fais partie des filles à l'époque, quand j'avais 10 ans, à qui on a dit qu'elles ne pouvaient pas être chef d'orchestre parce que j'étais une fille. Voilà, à l'école. Bon. Donc, ce combat, il a commencé très tôt pour moi. Et quand j'étais en entreprise, quand je dirigeais les ressources humaines de Danone, on a mis en place le mouvement Ève, on a lancé, qui est pour le développement du leadership des femmes. Donc, moi, c'est un combat que je porte depuis longtemps, avec plein d'autres, notamment les réseaux de femmes en entreprise. Et le jour où j'ai été nommée ministre, j'étais extrêmement contente, parce que Emmanuel Macron avait annoncé que ça serait la grande cause du quinquennat. Donc, avec Marlène Schiappa qui coordonne toutes les actions interministérielles, chacun peut faire quelque chose. Et moi, j'ai décidé ce jour-là que c'est le combat de l'égalité salariale et carrière sur lequel je me concentrerai, parce qu'en tant que ministre du Travail, c'est celui où je peux faire quelque chose. Oui, mais sans Qu'est-ce coercition. qu'on a fait? Sans coercition. Attendez, le name and shame, c'est un petit bout de la stratégie. Ouais. Donc, on a travaillé avec les partenaires sociaux, avec des entreprises, avec des experts pendant des mois. Et dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que j'ai eu le plaisir, l'honneur de faire et de porter, on a créé une stratégie sur l'égalité homme-femme. C'est 4 points. Ce n'est pas juste seulement le name and shame. Le name and shame, c'est utile s'il y a une stratégie globale. Le premier, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Moi, j'ai un immense respect pour Yvette Roudy, que j'ai rencontré beaucoup d'années, donc j'ai rencontré même personnellement. Mais la loi où elle disait à travail égal, salaire égal, avait 46 ans, et il y avait toujours 9% d'écart. Même à la sortie de l'école et de l'université. Mais donc 20 ans, et 25 ans plus tard, on est toujours au même endroit. On sait qu'un seul principe, ça ne suffit pas. Donc, mais la loi disait il y a une obligation de moyens. C'est-à-dire que les entreprises doivent faire quelque chose, mais il n'y a pas de résultat. Première obligation de résultat. Deuxièmement, je sais par expérience, j'ai 20 ans d'entreprise, qu'on ne progresse que si on mesure. Donc, il fallait une mesure. Et donc, on a créé cet index de l'égalité professionnelle qui mesure sur 5 critères, j'y reviendrai, qui permet de mesurer les progrès. Le troisième, c'est la transparence, ce que certains appellent le name and shame. Cet index, il est public, toutes les notes des entreprises sont publiques, et désormais, depuis le 1er mars, c'est 40 000 entreprises qui sont concernées, toutes les PME de plus de 50 salariés et les grandes sont concernées, c'est 4,5 millions de femmes
qui vont potentiellement voir leur salaire ou leur carrière s'améliorer. Et le quatrième point, c'est qu'il y a des sanctions financières si dans 3 ans, l'égalité n'est pas là. Il y a 1% de la masse salariale chaque année. C'est énorme. Oui. Donc, on joue sur l'effet de... Oui, mais sauf que ça se passe déjà. Moi, je n'arrête pas d'avoir des coups de fil de mes copines et de mes amis en entreprise qui disent, chez nous, c'est bizarre, cette année, on doit être super performante, c'est la première année, on est tout augmenté. Parce qu'il faut faire du rattrapage salarial. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, une chose dont je crois on peut dire que l'index a commencé à produire un premier résultat, c'est sur le congé de maternité. C'est un des 5 critères. Le congé de maternité, vous l'avez tous entendu, c'est « Ah ben, il n'était pas là, on ne va pas l'augmenter cette année ». Le résultat, c'est qu'on constatait que le décrochage de salaire et de carrière, mais le décrochage pour le reste de la vie, il se fait au retour du congé de maternité. Premier enfant, gros dégâts. Deuxième, catastrophe. Ouais. Et donc là, je peux dire qu'on a déjà un premier succès, puisque l'année dernière, dans l'édition 1 de l'index pour les grandes entreprises, on avait vu qu'il y en a 1 sur 3 qui ne respectait pas la règle d'augmentation des femmes. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a 9 sur 10, je n'ai pas le sentiment, je mesure. Il y a 9 sur 10 des entreprises qui maintenant augmentent toutes les femmes au recours de maternité. D'ailleurs, j'attends les notes de BFM. Ouais. Donc, je voulais vous le dire parce que vous êtes en retard depuis le 1er mars. Vous encourez une sanction. Là, le message est direct. Vous n'étiez pas bon l'année dernière, vous aviez 77 sur 100. Donc, cette année, j'espère que c'est mieux. Il faut aussi que les médias donnent l'exemple. Voilà. Bon. C'est entendu. En tout cas, sur ce plateau, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas fait. Non, on est 3 femmes, vous êtes en minorité. Donc, il y a des sujets encore. Donc, c'est un travail de longue haleine. Comment ? Au Parisien, on est bon, non ? Ce qui est bien, déjà, c'est que vous qui avez porté le sujet, c'est déjà bien. Juste une question très rapide, oui ou non, est-ce qu'il faut augmenter la durée du congé paternité ? Alors moi, je suis en faveur d'augmenter la durée du congé paternité. 3 semaines ? Parce que, je vais vous dire, c'est atroce à dire, mais il y a beaucoup... c'est pour soulager la mère, mais c'est aussi pour que l'attachement entre le père et l'enfant se fasse. Il y a beaucoup de mecs, excusez-moi, dans ces cas-là, je dis mecs, qui abandonnent la femme et l'enfant. Au bout de quelques mois, dans les femmes seules, il y en a beaucoup, ça se passe juste après la naissance. Je pense que s'il y a un lien avec l'enfant, ça sera un peu différent. Donc moi, je suis. Alors après, il y a des modalités. Parce que ça coûte de l'argent. Hein, ouais. Oui, ça coûte de l'argent. Donc ça, il y aura des discussions là-dessus, mais je suis pour le principe. Après, il y a des sujets où il n'y est pas du tout. Hein. Le plafond de verre, vous l'avez dit. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous êtes favorable aux quotas dans les comités exécutifs? En tout cas, il y a un rapport du Haut Conseil pour l'égalité qui le préconise. Le MEDEF, la FEP ont dit que ça peut être des quotas facultatifs, mais c'est déjà une avancée lorsqu'on voit d'où ils viennent. Est-ce que vous dites qu'il faut absolument les imposer? Il y a une réflexion en cours, en l'occurrence. Alors, c'est pour ça que dans l'index... des quotas obligatoires dans les COMEX, comités exécutifs. D'abord, l'index, c'est pour ça qu'on a pris ce 5e critère. Le critère qu'il y a dans l'index, c'est il y a combien de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Faites gaffe, quelquefois, il y en a au COMEX, mais elles sont moins rémunérées. Hein. Oui, typiquement, la DIRCOM et la DRH. Et la DRH qui sont moins rémunérées. Bah, moi, j'étais rémunérée comme mon collègue financier, mais voilà. Mais il faut se battre. Il faut se battre, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette mesure, parce que maintenant, on a une mesure objective grâce à l'index. Qu'est-ce qu'on constate là? C'est que pour les entreprises de plus de 1000 salariés, pour les grandes entreprises, sur les 10 plus hautes rémunérations, devinez combien il y a d'hommes? 9 sur 10. C'est 9 ou 10. Voilà, oui. Voilà, on est complètement mauvais. Mais maintenant, on le sait de façon objective avec l'index. Je peux vous dire que ça discute en ce moment dans les entreprises, parce que la vue de ça et qui a peu augmenté en un an, ça se fait pour un jour, mais quand même, là, je peux vous dire que ça discute. Et d'ailleurs, les conseils d'administration, grâce à la loi Copé-Zimmermann, maintenant, ils doivent avoir les résultats de l'index, ça va discuter aussi. Mais justement, Copé-Zimmermann, c'était effectivement sur les conseils d'administration. Et là, c'est sur les comités exécutifs. Sur les COMEX, les comités de direction et les comités exécutifs, il y a une femme sur 4. Alors d'abord, par l'index, on voit déjà si elles sont bien rémunérées. Et après, il y a combien de femmes? C'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est plus facile à d'autres. C'est sûr que dans l'ingénieur, c'est plus compliqué. Donc là, il y a des discussions. Marlène Schiappa, Bruno Le Maire et moi, on travaille sur ce sujet dans le cadre du projet de loi sur l'émancipation. Après, il y a des difficultés juridiques. Un comité exécutif, c'est pas une entité juridique. Je vous passe les détails techniques. Donc, on n'a pas encore tout à fait le mode d'emploi, comment faire pour que ça soit juridiquement solide, mais qu'il faille pousser et accélérer la place des femmes dans les dirigeantes. Donc l'index s'intéresse au salaire de la carrière, au salaire de la caissière, de sa carrière, mais aussi aux femmes dirigeantes. Je crois que c'est important d'aller plus loin. Pourquoi? Pour des raisons de justice évidentes, pour des raisons aussi de la vie citoyenne. Vous savez, quand vous dites plus non, et ça c'est à tous les niveaux de la hiérarchie, vous pouvez plus facilement dire un non à un homme qui est violent et partir si vous avez le salaire. Il y en a beaucoup de femmes qui restent en situation de violence parce qu'elles n'ont pas le choix financièrement. Et puis, alors là, quand même, c'est
le non-dit qui est très important. Il y a plein de preuves maintenant et plein d'études qui montrent que les entreprises, il y a plus de femmes dirigeantes, sont plus performantes. Ça marche mieux, c'est ce que disait Christine Lagarde. Donc autant joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Que ça marche. Un dernier mot quand même sur le name and shame. Il y a aussi forcément, et c'est d'ailleurs l'objectif, c'est que ça fragilise les entreprises. Certaines comme GoSport sont en discussion de rachat. Est-ce que vous assumez éventuellement que ça ait un impact, y compris économique? Alors j'assume tout à fait que des grandes entreprises qui avaient déjà publié leur index l'année dernière, cette année, en publie un deuxième. Il y en a très peu. Maintenant, il ne reste plus que 18 qui n'ont pas progressé dans celles qui étaient en alerte rouge. Qu'elles aient un risque de réputation, eh bien oui, on l'utilise aussi comme une arme pour faire progresser la situation des femmes. Si c'était juste un truc de bisounours, ça se saurait. Donc la réputation, c'est aussi l'attractivité du talent. Moi, j'en appelle aux femmes et aux hommes modernes. Les jeunes sont très sensibles à ça. Regardez la note de l'entreprise avant de postuler pour l'entreprise. Allez vers les bonnes. Vous évoquiez tout à l'heure la question du dossier BFM TV. J'ai la réponse à l'instant. L'index de Next Radio TV est de 91. Donc voilà. Vous avez bien progressé. C'est important de le dire. La question désormais de Uber, qui est une question que vous voulez vous poser. Oui, on se demande depuis mercredi si on ne va pas vers la fin de l'ubérisation de l'économie, puisque la Cour de cassation a reconnu qu'il y avait bien un lien de salarié à employeur entre un ancien chauffeur et la plateforme de circulation, enfin la plateforme, je ne sais plus comment ça se décrit, Uber, vers les plateformes Uber, un lien de salarié à patron. Est-ce que Muriel Pénicaud, vous considérez que cette décision de la Cour de cassation est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça va obliger à clarifier le sujet. La Cour de cassation juge en droit, c'est la plus haute autorité en droit, et elle dit ce qui est vrai. Aujourd'hui, dans le droit des affaires, dans le droit du travail, on est ou indépendant ou salarié. Qu'est-ce que c'est la réalité des plateformes? Sur les plateformes, vous avez aussi bien des formateurs freelance, vous avez les plateformes type Uber, Deliveroo, vous avez plein de plateformes différentes. En France, on a constaté que la plupart de ceux qui travaillent sur les plateformes veulent rester indépendants, mais veulent des protections. Ils veulent rester indépendants parce que il y a beaucoup de jeunes de banlieue, par exemple, qui, grâce aux plateformes, ont trouvé un travail. Et leur problème, c'est d'avoir un travail avec aussi des protections et la capacité à avoir un ascenseur social derrière, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais donc, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'on ne va pas supprimer la technologie et qu'il vaut mieux travailler sur les protections. Donc ça, c'est la puissance publique de le faire. Et oui, c'est ce qu'on a intention de faire. On avait déjà commencé à travailler là-dessus dans le cadre de la loi sur les mobilités avec Elisabeth Borne et avec les partenaires sociaux. J'ai annoncé qu'avec Bruno Le Maire, on lançait une mission pour travailler sur ces sujets. On y travaille au niveau européen, on est en train de porter ce sujet au niveau européen, parce que ça serait mieux qu'il y ait un cadre européen. Beaucoup de plateformes sont mondiales, on serait plus fort en imposant. Moi, je crois qu'il faut, pour ceux qui veulent être indépendants, certains préfèrent être salariés, et pour ceux qui veulent être indépendants, il faut pouvoir leur laisser la possibilité d'être indépendants, mais il faut des protections. Les protections, c'est l'assurance chômage, la formation, les retraites, tout le dispositif social. Alors, on a déjà fait des choses dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On a, par exemple, imposé aux plateformes de payer, de doubler la mise pour mon compte formation, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de diplôme, qui travaillaient dans les plateformes. Et il faut qu'ils aient les moyens de se former pour changer de métier après. Ça, on l'a déjà fait. Il y a des bouts qu'on a fait. Mais il faut aussi de voir comment ils peuvent être représentés pour leurs négociations avec les plateformes. Donc je crois que ça va obliger à clarifier. C'est le bon moment pour le faire. Alors, et donc, on va de loi en préparation, une négociation européenne. Quelle est la marche à suivre? Nous, on va travailler à la fois au niveau européen et au niveau français. C'est prévu d'ailleurs à l'ordre du jour du social européen, donc ça tombe bien. Et on va travailler aussi au niveau français avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, parce qu'il peut avoir aussi des aspects fiscaux. Par exemple, c'est quoi le partage de la valeur si vous êtes indépendant sur une plateforme? C'est pas l'intéressement en participation, c'est quoi? Donc il y a plein de sujets à discuter. Et moi, je trouve que la Cour de cassation oblige finalement à avancer. On ne peut pas rester dans la zone de gris, et bien c'est très bien. Muriel Pénicaud, je voudrais quand même qu'on revienne sur la réforme des retraites. Vous négociez avec les syndicats, ça dépend beaucoup de vous, mais est-ce qu'avec le 49.3, l'utilisation du 49.3, cette conférence de financement où on voit que 2 syndicats ont claqué la porte, est-ce que les ponts ne sont pas coupés avec les partenaires sociaux, évidemment avec Laurent Berger de la CFDT, mais pas que? Alors, je ne négocie pas l'ensemble des aspects avec les partenaires sociaux, mais la part dont je m'occupe, qui est les sujets de fin de carrière et de pénibilité, les ponts ne sont pas du tout rompus. On a bien travaillé en janvier avec les partenaires sociaux sur ces sujets. Il y a des avancées qui ont déjà été intégrées dans le texte
qui a été voté sous forme de 49.3, enfin qui fait l'objet du 49.3. Le texte a été amendé, qui a été amendé. Il y a 200 amendements, dont beaucoup qui viennent de cette négociation. Et le texte va continuer sa vie au Sénat et à l'Assemblée et au Sénat. Et dans ces avancées, il y a la retraite progressive, il y a une grosse aspiration de beaucoup de gens en disant OK, on va peut-être travailler plus longtemps, mais on veut c'est plus, est-ce que les relations la pénibilité, les relations sont difficiles aujourd'hui avec les syndicats? Chacun est tendu, parce qu'il y a beaucoup de choses se jouent dans cette conférence de financement. Mais elles ne sont pas rompues. Mais avec les syndicats réformistes, c'est sûr, c'est qu'on peut sujet. Même la pénibilité, les autres 49.3, ça ne vous aide pas. De toute façon, à situation de blocage manifeste, il fallait une situation de déblocage. Il aurait mieux fallu qu'il n'y ait pas blocage, on n'aurait pas fait un déblocage. Un point, est-ce que peut-être vous pouvez être clair, mais c'est vrai qu'il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on écoute Laurent Pietraszewski, justement, qui est le monsieur retraite du gouvernement. On lui demandait une définition, c'était chez nos confrères du Public Sénat, sur la valeur du point. On l'écoute, j'espère que vous pourrez être un petit peu plus clair, Muriel Pénicaud. Le mode de calcul du point, il est clair. Pourquoi c'est clair? Parce que nous le disons, la valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation. Donc le point, sa valeur est sécurisée. Pour arriver très vite à un index qui sera cet indicateur, en 2042, celui du revenu moyen d'activité par tête. Le revenu moyen d'activité par tête sera composé à 7/10 du salaire moyen par tête pour les salariés, de celui des fonctionnaires à hauteur de 20%, de celui des indépendants à hauteur de 10%. C'est un indicateur composite dont on voit bien que les 3 constituantes existent déjà. Les éléments de la loi sont clairs. Mot clair, c'est pas le mot qui me saute vraiment à l'esprit, mais... Dans le texte amendé, d'abord, il est dit que la valeur du point ne pourra pas baisser. C'est très important. C'est déjà le texte qu'on a amendé. Deuxième chose, on avait dit dans un premier temps qu'on pourrait le faire sur l'évolution des salaires, qui est plus favorable que l'évolution des prix. L'évolution des salaires. Mais les salaires des salariés ou les revenus des salariés plus des indépendants, l'ensemble des actifs. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le faire en fonction des revenus des actifs. Et cet indice-là, il n'existe pas. Alors le poids des salariés sera le plus important, parce que pour l'instant, c'est le salariat qui est le plus important. Non, c'est pas très compliqué, il faut juste un peu de temps pour le faire. Mais il faut bien comprendre que c'est favorable, parce que aujourd'hui, depuis 20 ans, les salaires et les revenus évoluent plus vite que les prix. Alors qu'on est en pleine discussion de cette loi, que ça fait maintenant des mois qu'on en entend parler, personne n'est capable aujourd'hui de nous dire, du sonnant et trébuchant, combien vaudra le point. Et comment est-ce qu'on fait? Non, mais si c'était que les salaires, on sait qu'ils ont... Comment on fait pour se projeter? On est quand même dans le flou. On sait dire, si c'était les salaires, dans le passé, on sait que les salaires ont augmenté presque 2 fois plus vite que les prix sur 20 ans. Donc on sait que c'est favorable. Maintenant on dit le salaire, il va être mis dans un panier où il y a aussi les revenus des indépendants et des fonctionnaires, parce que c'est pour tout le monde, puisque c'est général. Donc c'est le temps qu'on construit l'indice, mais ce ne sera pas très compliqué. Après, il y aura un 3e indice, c'est le revenu des actifs. Voilà. Il faut le temps de le construire avec l'INSEE. Un dernier mot, on l'apprend, les éditions Hachette annoncent qu'ils renoncent à éditer Woody Allen, ça a beaucoup agité ce week-end. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est presque le bout du name and shame, c'est-à-dire que maintenant le name and shame, c'est y compris pour toutes les décisions qui sont prises par les entreprises? Est-ce que vous dites que c'est une bonne ou une mauvaise mesure? Moi je dis une chose, et hélas, on l'a toutes vu et tous aussi, les progrès ne sont jamais acquis encore sur ce sujet, on n'y est pas encore, donc il ne faut rien lâcher. Les Césars, je pense que c'est resté en travers de la gorge de tout le monde. Il y a un moment donné, il faut, tant qu'on ne sera pas à l'égalité, il y aura peut-être des choses excessives, c'est pas grave, mais il faut continuer à avancer, il ne faut rien lâcher, parce que moi, je suis mère et grand-mère, j'ai une fille et une petite fille, et je ne veux pas qu'elle connaisse ce que nous, on a connu à notre génération, donc il ne faut rien lâcher. Merci Muriel Pénicaud d'avoir été avec nous dans BFM Politique. Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Merci David. Merci Edwige. Tout de suite, priorité au décryptage. Et vous serez avec Philippe Godin pour ma part. Je vous retrouve à 18h. On parlera encore des femmes. On sera avec Marlène Schiappa. Et puis on suivra bien sûr en direct toutes les évolutions et notamment le Conseil de défense qui se tiendra à 18h à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. À tout à l'heure.